à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Il s'agira d'un point lecture. J'ai quand même pas mal de lectures à vous proposer depuis la dernière fois, puisque j'ai déjà fait cette lecture depuis le mois de... Depuis le mois de mars. C'est ma 8e lecture du mois de... 8 lectures au mois de mars. Je vous avais présenté la première lecture du mois de mars dans le dernier point lecture. Donc là, voilà, c'est pas mal. Depuis le dernier point lecture, j'ai donc fait 7 lectures. Et j'en ai une en cours qui est presque achevée, mais qui fera donc du coup l'objet d'un prochain point lecture. Je vais commencer une fois, mais n'est pas coutume, par tout ce qui est contemporain, thriller. Et je terminerai par tout ce qui est SFFF, à savoir science-fiction, fantastique et fantasy. C'est parti, je commence donc avec la littérature qu'on peut qualifier de plutôt blanche, avec un roman que j'ai adoré de A à Z. Il s'agit de Blizzard de Marie Vintra, c'est aux éditions Point. Un tout petit livre qui fait 190 pages. C'était juste superbe. En fait, on est en Alaska, je pense que ça se passe de nos jours, et il y a un petit garçon qui, un matin, décide de partir alors qu'il y a le blizzard dehors. Et il lâche la main de sa... Alors on comprend très vite que c'est son espèce de nounou. Le petit garçon est parti dans le blizzard et donc on va suivre à la fois la nounou qui essaie de retrouver ce petit gamin qui a 7-8 ans, le papa, un ami du papa qui est allé chercher pour retrouver le gamin, et un autre homme qui ne se lance pas à la poursuite mais qui fait partie de leur village parce que dans ce petit village d'Alaska ils sont très peu nombreux. Le pitch est donc simple, retrouver ce gosse alors qu'à l'extérieur c'est le blizzard, on n'y voit rien. Et en fait chaque chapitre va alterner avec le point de vue des 4 personnages et on va en apprendre plus sur eux et on va en apprendre plus sur leurs secrets parce que chacun forcément cache des choses. Je n'en dirai pas plus parce que ce serait vous dévoiler et vous spoiler et c'est pas le but étant donné que ce livre est tout petit. Mais c'est un livre qui aborde beaucoup de choses, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort, aussi glauque parfois. Et je l'ai bouffé en 2 jours et c'était vraiment trop bien, Vraiment je vous le recommande. En plus cette autrice, alors il me semble que c'est son premier livre, elle écrit vraiment très bien, donc autant vous dire que je vais la suivre de très près. Ensuite, j'ai lu en lecture commune, alors nous étions, je crois qu'on était 5 ou 6, c'était trop bien. On s'est fait le premier tome de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Ce premier tome s'intitule Maya et c'est au livre de poche. Je crois que la saga de ces 7 sœurs, c'est 7 tomes, forcément un tome par sœur. On va suivre Maya ici, qui est la sœur aînée d'un riche milliardaire. Donc ce milliardaire n'a adopté que des filles et il meurt. Au début du roman il meurt dans des circonstances un peu étranges et il va laisser à chacune de ses filles une lettre dans laquelle il laisse une énigme sur leurs origines puisqu'elles ont toutes été adoptées. Et dans ce roman là nous allons suivre donc Maya sur la trace de ses ancêtres. Alors je vous avoue que les 150 premières pages, alors il est gros, hein. C'est une grosse patate, il fait combien? Il fait 650 pages. Allez, les 100 premières pages, je me suis dit, oh là là, si c'est comme ça, tout le long du bouquin, ça va pas le faire. C'était un roman qui faisait partie de ma palle des reliques de ma palle 2023. Parce qu'en fait, il y a 2 temps dans ce bouquin. Premier temps, vous avez le récit qui concerne Maya, elle vient de perdre son père. Elle hérite donc de cette lettre, elle va chercher à savoir qui est ses ancêtres. Et en fait, en cherchant ses ancêtres, elle va ouvrir un tiroir, au sens figuré. Deuxième récit, donc récit à l'intérieur du récit, où là on va être sur la trace des ancêtres de Maya, et ça va se dérouler au Brésil dans les années, je crois que c'est vraiment tout début du XXe siècle, ou 1920 par là, et alors là c'était trop bien. Et c'est marrant parce qu'il y a une espèce de dichotomie entre l'autrice qui écrit le récit de Maya que je n'ai pas supporté, que j'ai trouvé mais d'une nunuchitude, ça ne se dit pas je sais, mais au possible, elle m'a énervée, elle était niaise, et le récit des ancêtres de Maya, notamment une jeune femme brésilienne d'origine portugaise, et en fait on va être dans le monde de la bourgeoisie, voire de la noblesse brésilienne dans ces années-là, avec en toile de fond toute une histoire autour de l'art et notamment
la construction du Corcovado, donc du Christ Rédempteur sur la colline. Et là, je vous avoue que c'était trop bien. Donc, a priori, tous les romans sont construits un peu de la même manière. Voilà, la sœur ouvre la lettre, et ensuite on plonge dans le passé de ses ancêtres, mais c'est vraiment bien. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal amené, pas mal écrit. Si vous faites abstraction de cette histoire au début de Maya, parce que franchement elle est cuculapraline. J'adore cette expression qui date de ma grand-mère, salut mémé. Le récit qui est à l'intérieur, c'est vraiment super. Donc allez-y, foncez. Je pensais pas que ça allait me plaire autant. Pour moi c'est une plutôt bonne lecture. Et j'ai appris plein de choses. Et je termine là-dessus, c'est un roman qui se déroule au Brésil. Et du coup c'est hyper dépaysant parce que je m'aperçois que j'ai presque pas lu de romans qui se déroulent dans ce pays. Donc c'était vraiment super bien. Qui plus est, dans ces années 20, 30, c'était vraiment super. Allez-y. Ensuite, j'ai lu un thriller. Donc c'est le seul thriller que j'ai lu ce mois-ci. Et ouais, parfois ça arrive, je ne lis qu'un seul thriller. J'ai donc lu et beaucoup aimé La petite fille sous la neige de Javier Castillo, c'est aux éditions Albin Michel. Vous le savez peut-être, une série a été adaptée sur Netflix. La série qui est un petit peu différente du roman. Alors dans le roman, d'abord, nous sommes en 1998 à New York, lors de la parade de Thanksgiving. Vous avez peut-être tous vu ces images du défilé un peu carnaval, hein, avec surtout des énormes montgolfières qui défilent dans la rue. On va suivre une famille, elle est enceinte, ils ont leur petite fille qui s'appelle Kiera qui a 3 ans. Kiera veut un ballon, le papa va lui chercher un ballon, il y a un mouvement de foule, il lâche la main de sa petite fille Kiera et Kiera ne sera jamais retrouvée, elle disparaît. Plus tard, je crois que c'est 5 ans plus tard, c'est tout à fait ça, la famille de Kiera qui a explosé, vous vous doutez bien, les parents se sont séparés, etc., reçoivent une VHS et sur cette VHS, ils voient leur petite fille, Kiera, qui n'a plus 3 ans, mais qui en a 8. Où est-elle? Qui détient Kiera? Qui l'a kidnappée? A priori, tout va bien pour elle, elle a l'air d'être en pleine forme sur la vidéo. Dans le même temps, vous allez avoir une jeune journaliste qui fait des études, qui s'appelle Myrène, à qui il est arrivé quelque chose, il lui arrive un traumatisme, on découvre très rapidement de quoi il s'agit, et puis en plus les premières pages sur son traumatisme ne laissent pas douter longtemps le lecteur. Elle va s'emparer de cette affaire, et en fait elle va suivre la famille en 98, en 2003 et un peu plus loin, parce qu'elle a essayé de retrouver où avait disparu Kiera, elle n'y est jamais parvenue, et donc elle va s'emparer de l'affaire au fur et à mesure que les VHS sont envoyés aux parents, parce qu'ils en reçoivent plusieurs. Ils en reçoivent une en 2003, une un peu plus tard lorsque Kiera a une 12aine d'années, etc. Donc c'est un thriller assez classique avec disparition d'enfants, il n'y a rien de fou. Le schéma est très classique. Après, ce qui est intéressant, c'est peut-être la construction. On a beaucoup d'allers et retours entre 1998, 2003, voire 2010 plus tard, donc il ne faut pas s'y perdre. Alors c'est assez bien fichu. Javier Castillo, il maîtrise très bien sa narration, donc vous ne vous perdez pas. Mais c'est vrai qu'on a souvent un chassé-croisé entre le passé et le présent, mais là il y a vraiment plusieurs temporalités. On alterne entre le point de vue des parents, le point de vue de la journaliste Myrène, qui est un personnage vraiment à part. Alors moi, ça ne l'a pas fait du tout. Elle m'a pas touché, elle m'a vraiment pas touché ce personnage. Voilà, elle m'a fait ni chaud ni froid. Et puis on alterne aussi avec le point de vue des flics. Voilà, c'était intéressant. C'est hyper bien mené. En fait, c'est un vrai page-turner parce que Javier Castillo, il fait des chapitres qui sont courts et une fois que vous êtes plongé dedans, ça défile en fait. Je crois que j'ai mis 2 jours pour le lire. Mais ça reste une intrigue très classique. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il... Alors moi, le seul truc qui m'a gênée dans ce bouquin, c'est que ça va donner lieu, je pense, à une suite. C'est même sûr, voire peut-être à une saga, dont le personnage principal sera Myrène, c'est-à-dire la journaliste. Et du coup, il a voulu caser plein de choses sur ce personnage dans ce premier tome. Et je trouve que parfois, on s'y perd dans les thèmes qui sont abordés. Les violences faites aux femmes, l'isolement, le traumatisme, etc. Voilà, je trouve que à vouloir trop en faire, ça surcharge un peu la mule et le message passe pas forcément très bien.
En tout cas, je garderai en tête cet auteur qui est espagnol, qui situe son histoire à New York. Sachez que l'adaptation Netflix se passe en Espagne. J'aurais peut-être préféré moi que ça se passe en Espagne. Voilà, j'aime beaucoup le thriller espagnol dans ce qu'il a de plus direct avec le pays. Mais ça reste quand même un très bon thriller. Donc je m'arrête là pour tout ce qui est littérature blanche et tout ce qui est polar. Je passe cette fois-ci à la SFFF. Je vais commencer par tout ce qui est fantasy, avec un premier roman paru aux éditions Pygmalion. Il s'agit de Dream Blood, le tome 1, La Lune tueuse de N.K. Jemisin. N.K. Jemisin, c'est une autrice noire américaine qui est très prolifique, qui a beaucoup écrit, et c'est la première fois que je la lis, donc j'étais très contente de la découvrir. Alors, je vous mets en garde, si vous voulez découvrir la fantasy, passez votre chemin, ce livre n'est pas fait pour vous. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de la fantasy aussi complexe. Franchement, je l'ai lu, j'ai peiné, dans le sens où c'est... Pas peiné parce que c'était pas intéressant, mais j'ai vraiment eu du mal parce que c'est hyper complexe. C'est un univers, waouh, N.K. Jemisin ne ménage pas son lecteur. D'ailleurs, quand je vous l'avais montré sur Instagram, vous êtes nombreux à me dire « Ah ouais, elle a écrit la trilogie de la Terre fracturée, c'est pareil, il faut s'accrocher, c'est difficile. » J'ai donc essayé de vous faire une chronique pas trop bordélique et qui ait du sens pour vous. Nous sommes à Gujarati. C'est une cité, alors elle s'est inspirée beaucoup de la mythologie indienne, beaucoup de la mythologie égyptienne, donc vous avez des noms à consonance indienne ou égyptienne. Et à Gujarati, la paix, elle est maintenue grâce à des espèces de magiciens qui collectent les âmes qui sont, on va dire, perverties. Par exemple, vous avez fait quelque chose de mal, la nuit, un magicien vient et vous soulage, donc vous prend la vie, vous mourrez, hein, mais ça permet un peu d'épurer la société, et c'est comme ça depuis des siècles, et tout le monde y trouve son compte. Les magiciens sont même persuadés que eux ils œuvrent vraiment pour le bien de la société, et puis on se débarrasse des voleurs, des violeurs, de ceux qui fraudent, etc. Et on va suivre un apprenti, enfin il termine sa formation, un apprenti magicien, je ne me rappelle plus son nom parce qu'ils ont des noms hyper Eiru, je crois qu'il s'appelle Eiru. Et pour terminer sa formation, il doit aller collecter l'âme d'une femme. Sauf que lorsqu'il va collecter l'âme de cette femme, il ne la tue pas parce qu'elle lui fait des révélations politiques. Et Eiru commence à remettre en question tout ce qu'il a appris jusque-là. Et il se dit, peut-être que cette femme a raison, peut-être qu'il se passe des choses, qu'il se trame des choses, et donc il va plus ou moins enquêter. Voilà, c'était vraiment passionnant. Par contre, comme je vous l'ai dit au début, c'est hyper complexe parce que N.K. Jemisin, elle ne vous ménage pas, elle vous balance dans l'univers, elle ne vous dit rien du tout, elle ne vous explique rien du tout. Alors vous avez quand même un glossaire à la fin qui vous explique un petit peu certaines choses, le sens de certains mots, heureusement. Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'y fait, on commence à comprendre comment les fils sont tissés, tel personnage, quel est son rôle, quel est son but, parce que ça c'est très très flou, c'est pas fouillis mais c'est flou, mais ça reste une très très bonne intrigue, un très bon premier tome, mais ça reste de la fantasy hyper exigeante. Et voilà, donc si vous êtes habitué à l'univers fantasy, allez-y, foncez. Si vous voulez débuter, commencez pas par ça parce que ça va vous dégoûter, vous allez vous dire la fantasy c'est pas pour moi. C'est pas un univers forcément très accessible, mais j'ai beaucoup aimé parce que ça met en relation, ça met en écho plein de choses sur le plan politique, sur le plan éthique, sur le plan moral. C'était vraiment très très intéressant, mais encore une fois, la fantasy très exigeante. Je continue avec... oui, je passe à la science-fiction finalement. Puisque j'ai lu Cité d'Ivoire de Jean Krug, c'est aux éditions Critiques. C'est une lecture commune que j'ai faite avec Céline Lecture sur Instagram. Alors, on est dans la science-fiction, vous allez voir, ça va vous faire penser peut-être à certains autres livres de SF, puisque nous sommes dans la cité de Iliane, qui est une ville dôme. Voilà, il y a un dôme qui la surplombe, on ne peut pas sortir de ce dôme parce que l'extérieur est dangereux. Forcément, ça vous fait penser sûrement à Silo ou à Dôme de Stephen King. Et donc on va suivre des personnages. Alors on va suivre une flic qui s'appelle Maëlle, qui est dans une brigade, parce qu'en fait le gouvernement
est un gouvernement coercitif et répressif face à la population qui n'a pas le droit de se rebeller. Alors moi je me suis imaginé, si vous avez vu le 5e élément, qu'en fait ceux qui vivent dans les sphères de cette cité sont les plus riches, et plus vous descendez, plus vous êtes dans les bas-fonds, plus vous êtes pauvres. Et c'est ce qui se passe. Et on va suivre notamment 2 personnages, Sam, qui lui travaille pour le gouvernement, mais son frère est plutôt un dissident, et il va l'entraîner dans notamment dans des réunions dissidentes. On va suivre le Kid, qui lui est un personnage anarchiste. On va suivre ces 3 personnages, et en fait, on va se rendre compte que finalement l'extérieur n'est pas si nuisible que ça. Et les personnages qui sont anarchistes veulent mener une espèce de révolution pour que ceux qui vivent dans les sphères un peu plus hautes se rebellent contre le pouvoir. Ça, c'est le pitch de départ. Après, Jean Krug, je pense que son message est plus politique que... En fait, c'est la science-fiction au service d'un message politique. La science-fiction, c'est un décor. Parce qu'on finalement ne nous explique pas grand chose, c'est peut-être un petit peu ce qui m'a manqué dans ce livre. J'aurais aimé avoir plus de précision sur pourquoi finalement, même si on a quelques réponses, les hommes sont dans ce dôme, pourquoi l'extérieur est si dangereux que ça, comment ça fonctionne en fait, c'est ça qui m'a manqué, comment fonctionne ce dôme, parce qu'on nous balance des tas d'informations et on nous dit pas véritablement comment ça fonctionne, même si on a des toutes petites explications, mais pour moi c'est pas assez approfondi. Et après, c'est plutôt un message politique qui est porté dans ce livre où l'auteur met en avant un groupe de personnages anarchistes et comment est-ce qu'ils vont faire pour amener une population à se rebeller. Voilà, donc c'est plus un livre, j'ai envie de dire politique, que porté sur la science-fiction. Mais c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé Sam qui prend conscience de certaines choses, qui acquiert une conscience politique au fur et à mesure. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions, parce qu'à un moment donné, je vous spoile pas, mais les personnages vont sortir du dôme, donc il se passe pas mal de choses. Il y a un autre truc qui m'a dérangé, c'est le Kid qui parle en argot. Alors au début, franchement, ça m'a... on était assez d'accord avec Céline, ça m'a un peu saoulée. J'ai pas aimé. Ça m'a un peu gonflé, ça m'a arrêté dans ma lecture. Bon, heureusement après au fur et à mesure ça s'améliore, je trouve. Mais c'était vraiment intéressant. Pareil, je l'ai lu super vite parce que c'est très rythmé. Il se passe énormément de choses. Les 100 premières pages sont peut-être un petit peu plus lentes. Je trouve qu'elles sont axées très sur la politique et après ça se dénoue. Il y a l'action qui arrive. Mais c'était intéressant de lire ce livre et je serais très curieuse de voir ce qu'a fait d'autres Jean Krug parce que je sais qu'il a écrit notamment Le Chant des Glaces qui est paru chez Critique et chez Pocket. Il est sorti chez Pocket. Donc voilà, on nous dit la Cité d'Ivoire nous propose une aventure écologique aux accents libertaires avec des pirates de l'air, voilà. C'est très intéressant. Allez feuilleter en librairie et faites-vous votre propre avis. Je passe encore avec de la SF, je continue plutôt. Avec le tome 1 de Choc Terminal de Neil Stephenson, c'est aux éditions Albin Michel Imaginaire. C'est un premier tome que j'ai beaucoup aimé. C'est un premier tome qui fait la part belle aux réflexions écologiques et économiques, puisque nous allons suivre la reine Saskia des Pays-Bas qui est en visite secrète à Waco au Texas pour rencontrer un milliardaire qui aurait une solution pour en tout cas arrêter le réchauffement climatique, pour arrêter que les températures montent et pour faire baisser les températures. La reine des Pays-Bas, vous vous doutez bien que ça m'intéresse parce que les Pays-Bas sont construits en dessous du niveau de la mer, donc un jour ou l'autre c'est un pays qui va disparaître, vu comme c'est parti. Et donc il y a une espèce de réunion secrète qui va se former pour discuter de la géo-ingénierie, c'est-à-dire comment à partir de la géologie, géo pour géologie ou géographie, bref, comment est-ce qu'on fait pour maîtriser le climat. C'était hyper intéressant, j'ai pas trouvé que c'était de la hard SF parce que j'ai vu à plusieurs endroits que certains le qualifiaient de hard SF. J'ai tout compris, et pourtant je suis pas une scientifique, je peux vous le dire, mais j'ai tout compris aux démonstrations scientifiques parce que je trouve que Neil Stephenson il a un pouvoir didactique et pédagogique qui est assez impressionnant.
L'intrigue est quand même un petit peu longue à se mettre en place, hein, parce que Saskia elle arrive au départ avec toute sa team dans un avion, ils ont un accident, il va se passer des tas de choses, et l'auteur il prend son temps pour décrire chaque personnage et pour nous raconter toute sa vie. Donc au début vous avez une histoire avec des cochons sauvages, des sangliers, ça dure un certain moment, mais ça m'a pas gênée. Pour vous dire, j'ai trouvé que les sangliers c'était passionnant, leur vie était passionnante. Mais Trêve de plaisanterie, c'est un roman qui met donc, je vous l'ai dit, en avant toutes ces questions qui nous pendent au nez, parce qu'en fait ici on est dans un futur très proche. Est-ce que c'est possible? On voit aussi les deux versants. Peut-être qu'on peut faire des choses pour certains pays, mais d'un autre côté ça va peut-être fragiliser d'autres pays. Voilà, c'est toujours le problème des vases communicants avec ces histoires d'écologie et de réchauffement climatique. C'était très intéressant de voir ce que le futur proche, d'imaginer ce que le futur proche pourrait être. Et c'est là où je trouve que justement les romanciers sont très importants, parce que souvent ils ont quand même une sensibilité vis-à-vis de ce qui pourrait se passer dans le futur proche, et ils sont assez visionnaires. Voilà, donc il me tarde de lire le second tome. Et je termine avec un roman qui est pas un coup de cœur, on est passé à ça du coup de cœur, mais que j'ai vraiment adoré et que je vous recommande, c'est vraiment ma recommandation de la vidéo. C'est L'ami imaginaire de Stephen Chbosky aux éditions Calman Lévy Noir, qui est sorti depuis au livre de poche, donc vous pouvez le trouver très facilement. Alors, c'est un gros bébé qui fait en grand format 750 pages, je crois qu'au livre de poche il en fait à peu près 900. Je l'ai lu en lecture commune avec Jérôme et avec Coralie, et on est tous unanimes, on s'est régalé avec ce livre. Le pitch de départ, alors c'est aussi un roman qui fait partie de ma palle de 2023, parce qu'il date de 2020 je crois, ce livre. Ouais c'est ça, juin 2020. On suit Christopher avec sa maman qui s'installe dans une petite ville qui s'appelle Mill Grove. Christopher, c'est un gentil garçon. Il a un petit peu mal à l'école, il est dyslexique, il a du mal aussi avec les chiffres. Et un jour, il va disparaître dans la forêt pendant 6 jours. On pense forcément qu'il a été kidnappé ou qu'il est mort. Et en fait, il va réapparaître au bout de 6 jours et il est transformé. Adieu les problèmes de dyslexie, il lit parfaitement, il calcule parfaitement, que des bonnes choses lui arrivent à sa maman et à lui. Que s'est-il passé dans cette forêt pendant 6 jours? Et Christopher va commencer à ressentir des espèces de pouvoirs. Je ne vous en dis pas plus. À partir de là, il va basculer dans une espèce entre le monde réel et le monde imaginaire. Voilà, vraiment pour vous la faire courte, il ouvre une espèce de porte qui donne sur un lieu imaginaire où il va rencontrer des personnages et on va le charger d'une espèce de mission. Je n'en dirai pas plus sur ce livre. C'est un roman qui est foisonnant. C'est un roman d'abord, c'est la relation entre une mère et son fils, une mère célibataire qui voue un amour incommensurable à son fils. C'est une très très belle relation entre une mère et son fils, j'ai beaucoup aimé. C'est toute une réflexion aussi sur le pouvoir de l'imagination, sur aussi la maladie mentale, la psychose, la schizophrénie. Je l'ai lu, on a mis une petite semaine pour le lire. Franchement, ça se dévore. L'auteur écrit hyper bien, il y a un petit côté Stephen King, j'ai adoré. Vous allez avoir peur de temps en temps pour Christopher. Il y a un twist final, avec les copains, on ne l'avait pas vu venir. C'était excellent. Alors pourquoi c'est pas un coup de cœur? Parce que, et c'est vrai, je rejoins d'autres blogueurs qui ont posté leur avis, j'avoue que les 200 dernières pages, il y a énormément de rebondissements, énormément de péripéties. Je crois que l'auteur il aurait pu un peu condenser le truc, parce qu'il veut mettre tellement de choses qu'à la fin on est un peu perdu. Mais ça reste un excellent roman de fantastique. C'est trop bien, il se passe plein de choses. Ça m'a fait penser à ça de Stephen King par exemple. Ça m'a fait penser à plein d'autres livres que j'ai pu lire chez Stephen King ou chez d'autres romanciers. Il y a de tout. Il y a une amitié entre gamins, il y a de l'amour entre la mère et l'enfant, il y a du fantastique, il y a du mystère.
L'auteur flirte avec des grands thèmes religieux qui sont intéressants, j'ai trouvé. C'était vraiment super. Il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup d'images en fait qu'il faut un peu décrypter, mais j'ai trouvé ça excellent. Je ne sais pas s'il a écrit... Ah si, il a écrit un autre livre qui s'appelle Le Monde de Charlie. Ouais, c'est ça. Que je me procurerai peut-être parce que vraiment j'ai adoré et c'est vraiment le conseil de ma vidéo. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Vous savez tout de mes dernières lectures. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous les avez lus ces livres, si vous les avez aimés ou pas, ou si je vous ai donné envie de les lire ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas non plus à aller voir, faire un petit tour sur mon Instagram où je suis très active. Je publie pratiquement tous les jours. La prochaine vidéo, je pense que ce sera un petit book haul parce que je vais aller au Quai du Polar et je pense que je vais faire le plein de polar et de thriller. Donc je vous ferai un petit book haul. Alors pas spécial Quai du Polar parce que j'ai reçu des choses entre temps. Il y aura une partie Quai du Polar et une partie autre, SP et achat. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne se refait pas. En attendant ma prochaine vidéo, je vous remercie, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!